Bonjour à tous, merci d'écouter On en parle à Taïwan, présenté cette semaine par Floriane, François-Xavier et Meg. Alors aujourd'hui, des sujets très variés qui n'ont pas vraiment de lien en fait entre les sujets. on en a trouvé des liens. Vous avez trouvé des liens? Il y aura un fil conducteur. D'accord, qui est lié à... C'est quoi le fil conducteur alors? Eh bien, par exemple, moi je vais commencer par des déchets qu'on va essayer de recycler ou de rendre moins polluants, à savoir des fameuses coquilles d'huîtres. C'est un problème de longues années sur tout le littoral taïwanais. Moi, je parlerai aussi de déchets, mais des déchets qui ont beaucoup brûlé ce mois dernier. D'accord. Et parlant de feu, eh bien, ça fait le lien avec ton sujet, même si c'est pas le même style de feu. Ça crée des déchets quand même, des pollutions plutôt. Mais des beaux feux. C'est sûr. Alors, par quel sujet souhaitons-nous commencer? Allons-y pour les coquilles d'huîtres. D'accord. Puisqu'on avait le fil conducteur annoncé, on va s'y tenir. En fait, l'histoire se passe entre Taïwan et le Japon, mais c'est une histoire, j'allais dire, presque mondiale. Ce sont 3 élèves de collège de Taïwan, plus précisément à Kourou, dans le comté de Yunlin, donc sur la côte ouest, qui sont préoccupés de longue date, et puis par les cours, de longue date pour des collégiens, donc c'est toute proportion gardée. Une dizaine d'années, quoi. Voilà, mais qui sont de plus en plus préoccupés, je pense, par peut-être le mode de vie de leur famille, par la sensibilisation aussi à l'école, c'est une région... aux problèmes environnementaux. C'est une région très agricole, avec une bonne proportion de l'aquaculture, ça on peut préciser. Et dans l'aquaculture à Yunlin, on est surtout célèbre pour l'ostréiculture, donc les parcs à huîtres. Qui dit parc à huîtres dit bien sûr consommation omelettes d'huîtres. à huîtres. Les omelettes d'huîtres aussi, exportation, mais dit surtout accumulation, j'allais dire massive et même trop massive des fameuses coquilles d'huîtres. Parce que ça, on peut préciser, il y a une différence de culture entre Taïwan et la France, par exemple, parce que vous, quand vous consommez des huîtres, c'est souvent avec des coquilles. Oui, c'est-à-dire on va acheter... Vous vendez en fait directement. On va acheter à la douzaine, mais c'est des coquilles, c'est des huîtres qui sont plus petites que les huîtres taïwanaises ou japonaises qui, elles, dépassent largement la taille de la main, par exemple. Oui, mais à Taïwan, les huîtres, en général, elles sont déjà retirées de leur coquille pour et être on vendues. n'achète que le mollusque en fait. Et du coup, ça veut dire les coquilles les huîtres qui sont produites par Yunlin, les coquilles, y restent. Voilà, elles restent auprès du producteur et du coup, ça fait des fameuses décharges de coquilles d'huîtres, des montagnes tout sauf jolies, qui en plus sont assez nauséabondes parce que les coquilles d'huîtres, si c'est jeté comme ça, bien sûr, ça sent mauvais. Il y a forcément des impuretés dans la coquille qui sont ensemble. Et au total, chaque année, savez-vous combien on a à peu près de coquilles d'huîtres qui sont comme ça accumulées à l'échelle nationale à Taïwan? Je sais pas trop en fait, j'ai du mal à imaginer. Moi aussi j'avais du mal à imaginer jusqu'à ce que je lise l'information. C'est plus de 160 000 tonnes de coquilles d'huîtres qui sont jetées de manière annuelle d'après les données du ministère de l'Agriculture. Donc c'est énorme, on a plus de 200 000 tonnes d'huîtres qui sont produites et puis finalement il y a 40 000 tonnes qui se mangent et 160 000 tonnes qui ne se mangent pas. D'accord. Voilà, donc ça fait énormément puisqu'elles sont entassées, comme on l'expliquait, toutes les villes ou les parcs ostréicoles qui produisent vont vendre la mollusque ou le bivalve, mais garder les coquilles. Je sais, la solution, c'est de les vendre avec des coquilles. Comme ça, on l'éparpille, on le répartit entre la population. Ce qui se passe en France, en fait, je suppose. Même si on approche des marchés de Noël, tu n'arriveras pas à vendre des huîtres à la douzaine. Non. Encore une fois, vu la taille des huîtres à Taïwan. Non. Il y a plusieurs solutions qui ont émergé depuis plusieurs années et si nos auditeurs se rappellent, dans une émission de Taïwan en ébullition, il y a 3 ou 4 ans à peu près, j'avais parlé d'un professeur de l'Université nationale de Taïwan qui s'était allié avec d'autres professeurs, notamment dont un à Yunlin, pour faire de la recherche et de rendre de manière plus rentable la chaux de coquilles d'huîtres qui peut être après exploitée auprès tout simplement du bâtiment pour faire des briques. D'accord. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont exploitables. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir collecter, laver, nettoyer, ça, en fait. Trier les différents matériaux qui sont dans la coquille. Et du coup, personne au niveau industriel trouve que ça vaut le coup d'investir dans ça. Parce que c'est un investissement aussi dans les équipements qui peuvent être de taille gigantesque en fait. Et qui fait que c'est pas rentable. Donc jusqu'à maintenant,
Ça existe, la technologie existe. On peut le faire à petite échelle, mais c'est pas vraiment exploité, alors qu'il y a quand même 160 000 tonnes tous les ans de matériaux comme ça qui peuvent être, j'allais dire, entre guillemets, offerts directement à celui qui veut l'utiliser. Du coup, la solution? Alors, il y a une autre solution qui a émergé, j'en avais aussi parlé dans Taïwan Renewable Action, c'est du textile. Voilà, on peut faire du textile à partir de certaines fibres issues des coquilles d'huîtres. Là encore, ça reste à petite échelle, mais ça marche un peu mieux que les briques. Mais je pense que déjà, c'est une gamme supérieure, là. C'est une gamme supérieure et c'est sûr que ça fait partie de l'économie circulaire, c'est-à-dire on va réutiliser quelque chose qui est jeté pour le réintroduire sur le marché comme matériau. Mais là encore, il faut pouvoir le nettoyer, le collecter et il y a tout un processus qui fait que c'est compliqué. Or, si on parle aujourd'hui de ça, on en parle à Taïwan, c'est parce que nos 3 petits collégiens, du haut de leur dizaine d'années, comme tu disais, à Kourou, encadrés par le professeur, ont été sélectionnés pour représenter Taïwan à la conférence mondiale des jeunes qui s'appelle Design for Change. Donc, c'est avoir une conception, un design ou une idée tout simplement pour changer, c'est-à-dire pour avoir une implication dans le monde de demain. Une manière de les contribuer à leur créativité ou à leurs idées par des petites actions toutes simples. Et ces 3 élèves ont remarqué que dans les coquilles d'huîtres, qui sont des déchets et qui s'accumulent de plus en plus, il y a certaines propriétés qui peuvent être utilisées pour être un produit nettoyant. Donc pourquoi pas faire du détergent avec des coquilles d'huîtres? C'est de là qu'ils ont eu cette idée de se dire on pourrait peut-être exploiter des coquilles d'huîtres concassées, utiliser la partie qui nous intéresse pour en faire un produit détergent naturel, biodégradable et limiter le déchet de coquilles d'huîtres. Mais là, c'est la même chose. Je suppose que ça exige beaucoup d'investissement. Il faut des machines, des appareils pour le faire. Apparemment, pas tant que ça, parce qu'on va revenir sur le procédé. En tout cas, ils ont eu une médaille d'or de l'inventivité sur ce salon qui a eu lieu à Tokyo la semaine dernière, sur les plus de 500 participants finalistes représentant 32 pays. Donc ça, je remets en scène leur idée, qui a fait que, alors les élèves, on va donner leur nom, même si ça ne dit pas forcément qui est qui à nos auditeurs, mais au moins pour les respecter. Wang Po-Yuan, Xu Huai-Qin et Wang Jia-In, donc ces 3 collégiens de Kourou, ont permis de trouver des bénévoles qui les ont aidés à collecter des coquilles d'huîtres pour mener à bien leur projet. Et pour cela, du coup, les personnes les ont aidés à collecter des coquilles d'huîtres, les laver vite fait, bien fait, en fait, simplement les rincer, et puis après, les amener à l'école où ils ont pu mener une expérimentation avec leur professeur en laboratoire. Et leur journal de bord, j'allais dire, peu à peu de leur projet, montre qu'il est tout à fait possible d'obtenir une coquille d'huître transformée en un produit qui va enlever le gras. Donc, c'est un détergent assez intéressant, en fait, et en plus écologique. Donc, on collecte et on nettoie les coquilles, on les broie, et vu qu'elles sont concassées, de toute façon, les parties qui intéressent moins dans la base de la coquille, vont être broyées en poudre, donc facilement éliminées. D'abord en petits fragments et après en poudre très fine. Et c'est là que ce filtrage va permettre de récupérer la partie qu'ils veulent. Et c'est quoi la poudre la plus fine qui les intéresse dans ces coquilles d'huîtres? C'est le calcium. Eh, pas loin, hein. Bravo. Dire le silice. Et c'est le calcium en fait, c'est le carbonate de calcium précisément, donc le CaCO3, et c'est un agent qui est connu pour être absorbant, légèrement abrasif mais pas dangereux, et il est déjà utilisé dans certains produits ménagers naturels. Du coup, le fait de le broyer, de le récupérer en poudre, une fois que les coquilles sont broyées, ça permet d'éliminer le reste qu'on n'a pas besoin et de ne pas avoir justement d'investir dans un énorme équipement à part pour cela. Alors, au niveau du traitement ou de l'activation de cette poudre, parce que si c'est un agent, il faut qu'il soit activé pour entrer en action, donc c'est le principe d'un détergent en fait. Alors, il y a 2 manières de faire. Ils ont utilisé les 2 procédés. Les élèves vont d'abord chauffer la poudre à basse température, ce qui permet de l'assécher, en fait, d'enlever l'humidité. Et autre procédé, ils l'ont mélangé à une autre solution légèrement acide, donc souvent à base d'un peu de vinaigre ou d'autres acides comme on voit dans tous les produits ménagers en fait. Donc le principe même des détergents, c'est-à-dire ça renforce la capacité d'absorption
et la capacité d'agent du carbonate de calcium. Alors, fort de cette idée, ils l'ont mise en pratique en classe. Et comment on peut savoir que ça marche ou pas? Leur professeur leur a dit, à vous de trouver des idées, parce que vous allez aller en finale nationale, donc représenter Taïwan pour cela. Comment vous prouvez juste de manière évidente et visible à quelqu'un qui vient sur votre stand que ce produit, c'est vraiment un produit détergent. Laver les chaussettes? Non, ils ont fait mieux que ça. On est à Taïwan. Eh ben, ils ont tout simplement mis de la sauce de soja sur une surface plane et puis ils ont imbibé un petit peu de leur produit sur une éponge et en passant un coup d'éponge sans frotter, tout le gras, parce que la sauce soja, ça reste un peu collant, épaisse et grasse, est nettoyé en un coup d'éponge sans même frotter. Donc c'est comme ça qu'ils ont d'abord été sélectionnés par le jury taïwanais pour représenter Taïwan en phase finale. Et au Japon, apparemment, la sauce soja qui s'enlève en un petit coup de produit de coquille d'huître a fait aussi fureur. Les Japonais qui sont tellement... comment on appelle ça, avide des produits qui nettoient en fait, oui, quel que soit sans avoir à frotter en plus, t'imagines, c'est génial. Grand consommateur de sauce soja aussi, donc c'était très percutant effectivement comme démonstration. Du coup, cette coquille, vu qu'elle est broyée, c'est en poudre, c'est très facile à obtenir, c'est très facile aussi à exporter une fois que la solution elle est... l'idéal c'est de la garder en poudre asséchée, donc déshumidifiée comme l'a conseiller leur professeur, plutôt que d'avoir la formule déjà diluée en fait. Je suis assez sceptique quand même, parce que si on arrive à broyer en poudre en grande quantité, facilement, donc il y a forcément d'autres utilisations possibles avec ces poudres, au lieu de... Il y a, c'est sûr. Devoir avoir autant de procédures par la suite pour pouvoir produire des détergents. Il n'y a pas énormément de procédures, il suffit de le broyer finement, de récupérer le carbonate de calcium, et c'est ce que tu fais en fait de manière... moi c'est ce que je fais chez moi par exemple. Les coquilles d'œufs, j'en récupère certaines. Je ne les mets pas toutes dans les déchets alimentaires. J'en récupère certaines que je broie en tout petit, que je pile. Je mets un petit peu de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de vinaigre, et une fois par mois, je nettoie tous les comment on appelle ça, plan de travail. Ouais, dans une salle de bain, tous les les bords, les joints, joints, tous les joints qui sont plus difficilement... Bienvenue chez moi. Je peux te laisser des coquilles d'œufs. Il en faut pas trop, parce que la première fois que je l'ai fait, j'avais pas assez broyé petit et j'en ai mis trop. T'as élevé des poules? Non, j'ai bouché les tuyaux. Donc il a fallu que je débouche mes tuyaux. Mais ça marche bien. Et c'est un peu l'idée, c'est d'avoir un détergent soit liquide, soit en poudre, surtout écologique, et qui permet de réexploiter un déchet qui est à portée de main. Sans boucher les tuyaux. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'en France, il y a aussi beaucoup d'huîtres dans toute la côte, Arcachon, le bassin Marais-Oléron, toute la Bretagne. Donc peut-être que des auditeurs, auditrices auront aussi des techniques de réutilisation d'huîtres à nous partager. Parce que c'est aussi quelque chose un problème auquel beaucoup de stériculteurs ou tout ce qui est l'industrie du traitement des déchets sont confrontés aussi en France et toutes les zones côtières. Après, ce qu'il faut voir, et je me souviens, alors là, ça n'a pas été dit pour cette nouvelle des 3 élèves taïwanais, mais pour ceux qui utilisaient dans le recyclage pour le textile, ce ne sont pas toutes les coquilles d'huîtres. Il y a des variétés différentes et il y en a où la coquille est plus dure, d'autres où elle est plus molle, entre guillemets, et qui se prête mieux pour le traitement de fibres textiles, par exemple. Donc, ça dépend aussi peut-être des variétés et du contenu, en fait, du contenant de ces mollusques. Voilà. Merci pour ce partage. Et maintenant, on va voir d'autres solutions, entre guillemets, aux problèmes, en fait, liés aux déchets, au traitement des déchets, en fait. Oui, parce qu'à Taïwan, il y a aussi... donc, en plus des coquilles d'huîtres qui sont là en très grande quantité, il y a beaucoup d'autres déchets, que ce soit des déchets ménagers, des déchets industriels. Et Taïwan a du mal à les traiter à temps. Et donc, il y a parfois des accidents, des incidents ou des incendies avec ces déchets. Et le mois dernier, donc en novembre, ils ont décompté 5 incendies dans différentes régions de Taïwan, donc à Chiayi, à Hualien, sur les îles Penghu, et puis 2 à Tainan aussi. Directement dans des décharges? Dans des décharges ou bien dans des usines. Alors, il y en a une, c'était à Taoyuan, encore une autre, donc dans une usine de recyclage de câbles électriques. D'accord. Donc, il y en a aussi dans des décharges, il y en a eu énormément.
Celle à Taoyuan, en fait, ils ont dit que ils savent pas trop d'où ça vient, mais l'incendie s'est déclenché vers 7h du matin, donc il y avait personne à l'intérieur. Mais les câbles ont brûlé, donc c'est à la fois des mélanges de métal, de plastique, il y a aussi des fumées. Le cuivre doit fondre et tout, Ouais, donc ils ont dit qu'il y avait plusieurs districts qui étaient affectés par une espèce de fumée très noire et très épaisse autour de Luzhou, Zhongli et Taoyuan. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ils ont quand même conseillé de bien fermer les fenêtres, de porter un masque et d'essayer d'éviter de faire de l'exercice dehors. Et ça, c'était le 30 novembre. Et le même jour, à Tainan, dans la décharge de Chengxi, donc dans le district de Hannan, il y a aussi eu un incendie qui s'est déclenché. Et en fait, ils ont dit que c'est la 3e fois en une année qu'il y a un incendie sur cette même décharge. C'est volontaire, on ne sait pas encore. Probablement pas. En tout cas, ça n'a pas été annoncé comme tel. Donc, c'est les décharges qui se chauffent. C'est des décharges avec des quantités immenses de déchets. Ils disent un tas d'ordures de 20 mètres de haut. Il suffit qu'il y ait un aérosol qui était jeté en déchets poubelle générale et pas en recyclage, puis un coup de pelle dessus, ça fout le feu. C'est possible aussi, ce genre d'incident. C'est possible qu'il y ait ça. Et là, ils disaient c'est probablement un incendie qui avait eu un mois auparavant, qui était mal éteint, et donc il continuait à y avoir du méthane et la fermentation en fait aussi, parce qu'avec l'humidité de toute l'eau utilisée pour arroser, plus la chaleur, parce qu'il a fait plus chaud ce mois-ci que normalement en novembre, la sécheresse, voilà. Il y a tout ça. Donc ils ont dépêché une trentaine de camions de pompiers, 57 secouristes, des drones, des robots, voilà. C'était vraiment important comme incendie. Le maire de Tainan, Huang Weizhe, et le directeur du bureau de protection de l'environnement, Xu Zhengze, se sont rendus sur les lieux en étant informés qu'il y avait cet incendie. C'est une zone de stockage temporaire de déchets ménagers. Temporaire, et ça prend déjà 20 mètres de haut. Ouais. Alors, le temporaire est fait pour durer, faute de mieux. Ils ont dit, alors la zone qui contient de l'amiante n'était pas touchée par ça, donc ils ont appelé au calme. Huang Weizhe a annoncé sur Facebook que la qualité de l'air n'était pas affectée et que les vents avaient dispersé les fumées vers la mer. Donc évidemment, les voisins qui voyaient les fumées, qui sentaient les odeurs... Ça sentait pas, parce que c'était parti ailleurs. Mais vers la mer. C'était pas ça. Voilà, voilà, le maire l'a dit. Mais que voilà, c'était probablement un incendie qui était ravivé suite à un précédent feu, du fait qu'il y avait... la chaleur et le méthane emprisonnés sous les déchets, et donc ils ont utilisé des excavatrices pour démanteler les tas de déchets et puis les arroser. Ils ont aussi parlé de les recouvrir de terre pour essayer de faire baisser la température et d'étouffer un feu avant que ça prenne. Mais ça devient encore une montagne plus haute. Alors, oui. Mais avec des déchets enfouis, jusqu'à ce que la prochaine érosion... Il y a plusieurs origines de ces montagnes de déchets. En partie, c'est dû aux typhons et aux inondations qu'il y a eu aussi ces dernières années, en fait, parce que ça fait qu'il y a des très grandes quantités de déchets qui arrivent tout d'un coup. Oui. Après ça, quand il y a beaucoup de canapés, meubles, nettoyer. Tout ça, voilà, ça fait énormément de déchets qui s'accumulent tout d'un coup, donc qui ont du mal à être traités. Et puis, il y a le fait que beaucoup d'incinérateurs à Taïwan ont une trentaine d'années et devraient être rénovés, mais ne le sont pas encore. Donc, il y en a à Tainan qui sont en train d'être rénovés et dont la capacité est censée être rétablie mi-janvier. Et donc, il dit à partir de ce moment-là, ce sera possible de rattraper un petit peu le retard qu'il y avait sur ça. Donc, faire des feux, oui, mais contrôler dans les incinérateurs, quoi. Voilà, exactement. L'objectif, c'est pas de faire passer les feux depuis l'incinérateur à des feux à l'air libre, parce que il n'y a aucun contrôle, en fait, sur tout ce qui est... Tout à fait. Voilà, ils ont annoncé que la qualité de l'air était putong, donc normale, ou moyenne, juste après ces incendies. Mais si c'est fait avec les tests de qualité de l'air normaux, ça ne prend pas forcément en compte tous les polluants qui sont relâchés dans les incendies. On n'arrive pas à les avoir, en fait. Voilà, c'est pas les mêmes gaz ou les mêmes particules qui sont testés. Et donc, il y a aussi un manque très important de tests des particules
qui sont relâchés pendant les incendies autour des lieux. Et il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas d'information de la population, comme on le voit avec cette déclaration du maire de Tainan. Donc ça, c'est aussi un problème dans la gestion. Mais il y a dans beaucoup d'endroits ce style de problème. À Kaohsiung, il y a un chef de quartier qui disait aussi qu'effectivement, les industriels avaient du mal à se défaire de leurs déchets. Et comme lui, il a un master en gestion de l'environnement, eh bien, il a pris l'habitude de gérer un petit peu ça. Donc, il a récolté et entreposé pendant un temps les déchets sur un terrain qu'il a loué. Et puis, il avait un camion de 13 tonnes qu'il a utilisé ensuite pour déverser les déchets au bord d'une route, en fait, dans la nature. Et il s'est fait repérer par des caméras de sécurité ensuite. Et les locaux ont dit on ne peut pas faire appel à la police du coin parce que, vu qu'il est chef de quartier, il est en bon terme avec la police. Et donc, ils ont été tout de suite sauter un échelon. Le conseiller. Pour pouvoir municipaux. alerter. C'est ça, pour pouvoir trouver quelqu'un qui ne soit pas en bon terme avec lui et qui le couvre, en fait. Donc, C'est voilà. très difficile. Hein. C'était... vu chapeau. les liens très proches Oui. entre les... Voilà. Mais j'allais dire chapeau à ses Le amis parce que gouvernement couvrir un local. 13 tonnes, c'est pas donné à tout le monde. Dire on n'a pas de caméra de surveillance, ça On n'a marchait pas pas, on n'a pas vu. Et puis donc il y a aussi eu un feu qui s'est déclenché sur un des terrains où qu'il louait pour entreposer des déchets. Malencontreusement, effectivement, on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est un autre exemple d'incendie qu'il y a eu. Il y en a aussi eu à Hobi, dans la ville de Tainan, où il y avait une accumulation de déchets sur l'équivalent de 7 étages. Et le feu a brûlé pendant plus de 10 jours. Là, tellement ils n'arrivaient pas à l'éteindre parce qu'il y a trop de quantité et puis ça continue par en dessous, en fait. Donc, il disait qu'à Taïwan, en 2017, il y avait environ 80 000 tonnes de déchets enterrés et maintenant, on en est à 840 000 tonnes. Donc, il y a vraiment une incapacité à gérer les déchets qui est un problème exponentiel. Il y a aussi une surproduction de déchets, je bien pense, de la sûr. part des Taïwanais liée au mode de consommation. Sans doute moins qu'avant, mais toujours beaucoup trop, Oui. c'est clair. Et Pang Chee-ming, le ministre de l'Environnement, avait promis de nettoyer toutes ces décharges en un an au moment de sa prise de fonction. Donc ça fait plus d'un an qu'il est en poste et environ pas ce qu'il a commencé à 30% des faire déchets par ont les été incendies. retirés. 30%, Voilà, c'est pas mal. c'est pas mal, mais c'est loin du but annoncé. Voilà, Ça, donc c'est il sûr. y a encore... voilà. Il faut savoir que le Alors, en ministre... un an, in c'est pas progress. possible. Non, le ministre est spécialiste de la météo, en fait. Donc, c'est sûr que Voilà. il a dû faire des engagements sans savoir ce que ça peut exiger comme condition, en fait. Oui. C'est possible aussi. Et après, voilà, les incendies, ça fait diminuer les dames, mais c'est pas Non. une solution. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, ils ont aussi rapporté que, alors justement, en parlant de météo, la température moyenne à Taïwan de septembre à novembre avait atteint 26,5 degrés, qui est un record depuis 1951. Alors que le nombre de jours de pluie, c'était 26 jours et donc c'est en dessous de la moyenne. Et donc ça fait que c'est aussi des conditions qui ont aggravé le risque d'incendie. Voilà, il y a ensuite des promesses de plus de budget pour gérer les déchets, pour renouveler donc les incinérateurs rapidement. Mais c'est vraiment des très gros... Des masses qui sont énormes dans tout ce qui est gestion aussi au niveau du tri des déchets, effectivement, pour pas qu'il y ait de cartouches de gaz, de briquets, de piles au lithium qui soient mélangées aux ordures ménagères. Parce que ça augmente aussi beaucoup les risques de produits inflammables. Je pense qu'il faut aussi une politique au niveau national unifiée et pas, délayée que aux régions, d'autant plus que la manière de trier, le tri sélectif peut changer d'une région à une autre en fonction de quelle société gère le dossier. Bon, ça, tous les pays sont pareils, mais je pense qu'au niveau national, s'il y a une politique, ça permettra d'aller plus loin dans les déchets généraux et le recyclage en général. Voilà, donc des progrès sont demandés pour qu'il n'y ait plus autant d'incendies dans les décharges
et pour trouver des feux qui soient un peu plus... Des jolis feux. Voilà, Jolis feux. des jolis feux et des feux volontaires. Alors, le sujet s'impose puisque la fin de l'année approche et cette semaine, la Tour Taipei 101 a donc annoncé les projets prévus pour le passage du Nouvel An, donc le réveillon en fait. Alors cette année, comme les années précédentes, il y a de nombreuses activités, que ce soit la musique, l'art ou encore les œuvres bénévoles en fait, qui sont réunies autour de ce que organise la Tour Taipei 101 de fin d'année. Mais l'accent est bien sûr mis sur le feu d'artifice. Et la Tour a annoncé cette année qu'il y aura 6 minutes de feu d'artifice qui traite 4 grands sujets, depuis les époques de grande navigation jusqu'à la démocratisation ou encore le développement de l'intelligence artificielle de tout Taïwan. Donc le tout associé avec une musique, plutôt quelques musiques créées par des jeunes de moins de 30 ans. C'est-à-dire, cette année, la Tour Taipei 101 a collaboré spécialement avec le Centre de la musique pop de Taïwan pour génial, ça. faire un appel d'offres. Il y a une sorte de concours pour sélectionner les musiciens les plus créatifs. Et du coup, ces musiciens ont pu participer à la création musicale depuis la composition jusqu'à la formation, jusqu'aux techniques d'enregistrement, le tout avec des musiciens professionnels pour pouvoir accompagner le feu d'artifice avec des musiques taïwanaises et qui racontent l'histoire de Taïwan à travers le feu d'artifice. Du coup, c'est super comme formule parce que c'est vraiment inédit, quoi. C'est tout nouveau. C'est inédit parce que l'année dernière, ils avaient essayé avec un musicien de 19 ans Oui. et pour un petit passage en fait. Et comme ça a tellement bien marché, un jeune de 19 ans en fait, du coup ils ont voulu relancer ce formule en encourageant davantage de jeunes. Donc cette année, il y a 30 jeunes d'à peine 20 ans en fait qui ont été D'accord. sélectionnés pour composer des musiques et cela comprend également de langue aborigène avec des chants des enfants aborigènes. Et cette année, la Tour Taipei 101 a spécialement importé des feux qui est plutôt à faible fumée D'accord. de l'Italie, Plus écolo. plus écolo ou plus facile à voir en fait, parce que sinon on a l'impression que c'est un grand dansant, bâtonnet dansant qui est en fumée en fait. Bah, c'est vrai qu'avec le climat de fin d'année, généralement, Oui. si les nuages sont bas, les premières fusées d'artifice, la fumée cache tout le reste du feu, quoi. Tout à fait. Et c'est pour cela, la Tour a dit que les principales conceptions artistiques sont à voir depuis le nord-est, dans le côté nord et le côté est, puisque le vent nord-est en hiver, en fait, Taïwan reçoit surtout On le aura vent du dans le nord. dos, on verra mieux. Oui, et du coup, c'est plutôt de ce côté-là qu'il est plus facile d'observer le feu d'artifice de 6 minutes, donc c'est la même longueur que l'année dernière. Et sinon, la particularité, c'est aussi que Taipei 101 organise entre la fin de l'année, le 27 décembre, jusqu'au début de l'année prochaine, en collaborant avec le dessin animé, je ne sais pas si on sait un dessin animé, c'est Toy Story, Toy Story, ok. qui célèbre ses 30 ans. Hmm. Donc, depuis le 27 décembre, il y aura chaque jour des lumières projetées qui représentent les différents personnages principaux de cette fixe dessin animé, en fait. Donc, il y aura le Buzz l'éclair, il y aura le shérif Woody, aussi Ok. les petits hommes verts qu'on voit tout le temps, qui seront projetés pour décorer la tour Taipei 101 pendant plusieurs jours, avant et après le Nouvel An lunaire. D'accord. Donc, c'est toute une série d'activités qui invitent les Taïwanais à célébrer dans l'art, aussi dans la musique aussi. Passage à 2026. Eh oui. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Meg. Floriane. Et François-Xavier Boulet. Bye bye.